Bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des bénévoles. Ce soir, un épisode spécial playoff, puisque vous le savez, ça va pas tarder à démarrer, ça démarre samedi. Des playoffs qui vont encore être une fois passionnants à suivre. Et pour m'aider à y voir plus clair, à décortiquer un petit peu toutes ces séries, ce soir je suis en compagnie de Free. Salut Free. Mhm. Après 82 matchs, c'est enfin la vraie saison. Ça fait plaisir. Comme on dit, ouais, enfin la vraie saison. Donc voilà, comme vous allez pouvoir le constater, on n'est que tous les deux, mais l'émission ne sera pas plus mauvaise pour autant, hein. On va essayer d'être le plus complet possible, de vous donner un petit peu à chaque fois ce qu'on pense de la série, bien sûr notre pronostic, et puis un petit peu les clés de chaque série, de ce qu'on en pense, de, pour voir un petit peu ce qui va se passer ensuite à partir de samedi. Voilà, alors si vous le voulez bien, on va démarrer par la conférence Est, cette conférence hein, qui est considérée comme étant un petit peu plus faible, puisqu'on a vu que Utah et même Dallas à l'ouest se seraient qualifiés dans la conférence Est. Autre chose aussi, moi qui m'a un petit peu marqué, c'est que New York, deuxième de cette conférence, ne serait que sixième de la conférence Ouest. Donc c'est toujours un petit peu dommage, mais bon, c'est un petit peu ce qui fait la caractéristique Et il me de la semble, NBS il me par semble conférence. aussi qu'il y a le record d'équipes à plus de 55 matchs à l'Ouest. Il me semble qu'il y a Exact, 5 équipes et je crois que c'est un exact, record NBA. exact. Record NBA, record NBA. Donc il y a une saison de haute volée, ça s'est vraiment tiré la bourre pour la conférence Ouest, un peu moins pour la conférence Est. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que George Karl avait proposé de revoir le format des playoffs. Moi personnellement, je suis pas pour, dans le sens où les conférences c'est quand même largement ancré dans la culture NBA et on aurait, à mon avis, moins de rivalité, moins souvent, ce qui fait un petit peu le sel et le piment de chaque conférence. Parce que t'en penses, Free? C'est difficile à dire, c'est vrai que d'un certain côté, c'est injuste hein, pour les équipes qui ont, justement, on est dans le cas de Utah ou Dallas, qui méritaient peut-être plus que les Bucks. De l'autre côté, le calendrier fait qu'on est un peu obligé de jouer le jeu des conférences. On a 4 matchs avec les équipes de notre propre conférence, notre propre division, je sais plus, Mhm. que 2 matchs avec les équipes de l'autre conférence. Donc d'un autre côté, c'est logique hein. Et bon, on en revient toujours au même problème, c'est un peu le calendrier qui est bancal. D'accord, voilà, bah ça c'était un petit peu en guise d'introduction, histoire de resituer eh bien, un petit peu les forces de chaque conférence. Donc on démarre par la conférence Est avec le duel qui apparaît comme le plus déséquilibré entre le leader de toute la NBA, le Heat de Miami, et champion en titre, face aux Bucks de Milwaukee, cher à notre ami Fouflouf, qui suit ça de très près sur le forum. Voilà, on avait déjà fait un petit peu l'œil de l'Evo Team, où on avait un petit peu dévoilé nos pronostics, les clés de la série, donc je vais laisser Free embrayer dessus. Bah, ça s'annonce comme une boucherie, hein. Faut... On annonce ça comme une boucherie et même en essayant de l'analyser, on a du mal à voir comment ça ne serait pas comment ça serait pas une boucherie. Le hit est vraiment tranquille, supérieur. Ils font une fin de saison, ils déroulent, leurs joueurs sont sur le banc, ils continuent à gagner, ils sont sur une excellente dynamique. Les Bucks, c'est l'inverse, même si on pense qu'au bout d'un moment, bon, ils étaient sûrs d'avoir ce huitième seed, ils ont un peu abandonné. Mais j'ai beau regarder et j'ai du mal à voir. La question, c'est vraiment est-ce que ça va faire 4-0 le sweep ou est-ce que ça va faire 4-1? Est-ce qu'ils sont capables d'arracher une victoire? Ouais, On se dit ouais, sans doute. Mais c'est un petit peu la, Vas-y, je t'en prie. c'est un petit peu le seul enjeu de la série finalement. On Exactement. n'a pas de doute sur le vainqueur. C'est juste de savoir si les Bucks vont pouvoir arracher un match ou pas. Et ce qu'ils avaient réussi à faire en saison régulière, ce qui avait fait dire à Brandon Jennings qu'il préférait jouer Miami plutôt que New York. Bon, à mon avis, c'était une phrase un petit peu déplacée. Je pense qu'il va le regretter là sur la série. Donc voilà. Mais c'est vrai que le hit apparaît tellement au-dessus, ne serait-ce que par LeBron James qui va encore être une fois MVP de la saison régulière. Même si Wade était un petit peu blessé, la mise au repos, on a vu qu'il reprenait un petit peu le rythme là, en fin de saison.
Bosch, bah, il connaît son rôle maintenant. Tout ce qui est au niveau des role-players, ça me semble même encore être au-dessus de l'année passée, avec notamment Ray Allen qu'ils n'avaient pas l'année passée, donc qui va pouvoir sortir des shoots toujours un petit peu pour sauver l'équipe. Si jamais ils étaient en difficulté, puis toujours Chalmers à la main qui assure son rôle. La seule faiblesse finalement se situe peut-être à l'intérieur, quoi. Hein? Pour moi, je sais pas si elle se situe à l'intérieur. Je pense que le Heat reste une équipe malgré tout, et je pense que c'est là leur faiblesse offensive, dépendante de sa réussite à 3 points. Imaginons que dans un mauvais Mhm. jour, ça veut pas, et on sait que même pour les meilleures équipes, à des moments ça veut pas, que ce soit pour Ray Allen, Mike Miller, Shane Battier. Je me dis que dans ces instants-là, le Heat reste entre guillemets jouable. Parce que c'est une équipe voilà, qui est extrêmement malgré tout dépendante de son spacing Mhm. pour donner la liberté de pénétrer à LeBron James, à Dwayne Wade, etc. Et je me dis que voilà, si ça concorde avec de très bons matchs de Jennings ou d'Ellis, avec Reddick, Dunleavy en très bonne forme, et un Sanders qui prend pas trop vite ses fautes et qui arrive à bloquer les pénétrations de James et Wade, parce qu'il faut pas rêver, ça risque de pénétrer à tout va. Sanders aura un rôle vraiment prépondérant. Euh, Mhm. Un Ils peu, sont ouais. capables d'arracher une victoire, mais 2 victoires, ça me paraît déjà Ouais. beaucoup trop. Ça paraît insurmontable, ouais. Ouais. Ça paraît insurmontable de victoires et ouais, pour qu'ils puissent gagner un match, il faudra vraiment un match parfait du duo de mobilette là, Ellis et Jennings, parce qu'ils ont rarement finalement joué bien ensemble. C'était soit l'un soit l'autre. Donc là, il faudra vraiment qu'ils sortent un gros match tous les deux. Et puis ouais, il faut que Larry Sanders tienne un peu à la façon d'un gardien de but derrière, de pas prendre des fautes trop rapidement. Puis il y aura aussi un petit peu le duel entre bon LeBron James et puis Mba Amouté qui va essayer d'un petit peu de le limiter un tant soit peu. Peut-être qu'il pourra le faire sortir. Il sera peut-être un petit peu moins droit sur un match. Donc bon, ça peut toujours. Mais bon, ça va être quand même compliqué. Ah, le truc en plus, c'est que le problème, c'est quand on met Mba Mouté sur le terrain, offensivement, ça se Ouais, pète de l'autre il n'y a côté, plus quoi. rien. C'est effectivement, il y a plus rien. Ça reste un joueur au registre offensif qui est très limité, et je pense que ça va malgré tout. J'ai beau chercher des arguments pour les Bucks, mais Dwayne Wade, moi, je crois pas trop qu'il soit si en méforme que ça. Je pense. Il fait vraiment Ouais, il une se grosse fin réserve. de Ouais. saison. On l'a vu Ouais. dans la série des 27 matchs. Hmm. Où tout le monde donnait les stats de James, mais les stats de Watt étaient aussi impressionnantes. Ah ouais, c'était incroyable. Ouais. Et je pense que, en plus, c'est l'une des grosses faiblesses des Bucks, c'est de laisser trop pénétrer les joueurs. Et ça va être un bonheur pour le lead de pénétrer puis de ressortir à Hmm. l'extérieur. C'est souvent un des reproches qu'on a fait à Jennings, Ellis, puis même Reddick. C'est que Sanders était beaucoup trop attaqué beaucoup trop souvent et que là, le hit, ils vont se faire un plaisir. Ouais. C'est clair. Ouais, non, il faudra vraiment que les shooters des Bucks prennent feu, comme Redick, Dunleavy, voire même Ilyasova qui peut à mon avis Ilyasova apporter aura un son rôle écho quand important. même. Il aura un rôle important, voilà. Et j'en viens maintenant peut-être à la clé de la série. Il sera peut-être la clé de la série, notamment pour les Bucks, s'ils veulent arracher une victoire. Et puis ça sera comme tu l'as dit, d'empêcher, de limiter en tout cas les pénétrations du hit pour protéger Harry Sanders derrière, quoi. Ouais, pour moi, la clé de la série, ça sera. Je pense que ça sera Larry Sanders. Parce qu'on sait Ouais, qu'il c'est un joueur qui prend encore un peu beaucoup de fautes, ouais. qui, on l'a vu aussi, est capable de s'énerver avec les arbitres. Oh Euh, là oui. S'il n'est pas sur le terrain, bon, D'Alembert a sorti un très bon match, mais s'il n'est pas sur le terrain, non, l'équipe a vraiment aucune chance de faire quoi que Aucune ce chance. soit. Ok, donc on passe au pronostic, on vous l'a un petit peu dévoilé. Moi j'avais dit 4-1 pour le hit de Miami, Moi, et je parie pris sur 4-0. 4-0. D'accord. Ok, donc maintenant on va enchaîner sur la deuxième série qui nous intéresse entre le numéro 2 de la conférence et le numéro 7. Une série qui est vraiment alléchante là sur le papier entre les Knicks de New York, qui ont terminé la saison régulière en boulet de canon là, avec le retour de blessure de Carmelo Anthony. Et les Celtics de Boston, toujours très difficile à jouer en playoff. Voilà. Donc, Free, ton analyse dessus? C'est la série la plus intéressante à l'Est, je trouve. Pour la simple et bonne raison que c'est le test parfait pour voir ce que vaut New York. Beaucoup de monde dit que c'est pas un premier tour facile pour les Knicks, c'est vrai,
Mais je pense honnêtement que s'ils sont pas fichus de battre les Celtics, c'est pas la peine de rêver de finale de conférence après. C'est vraiment un excellent test pour eux puisque ça va, enfin on va voir s'ils sont une équipe cohérente, qui a du mental et qui a un vrai fond de jeu. Les Celtics, il faut pas rêver, ils vont aller directement sur leurs faiblesses, ils vont jouer la psychologie à fond. Hmm. Ils défendent très bien sur Carmelo Anthony et sur J.R. Smith. Je crois que j'avais combiné l'adresse au tir de ces deux-là sur les 4 matchs. Il me semble qu'elle était 36%. On a du mal à voir les Knicks battre Boston avec ces deux-là à 36% de réussite. Ouais. Donc, après, je pense de mon côté que les Knicks sont capables. Ils ont eu une saison qui a été mine de rien assez difficile. Déjà, ils n'étaient pas pronostiqués aussi haut en début de saison. Et après, bon, ils ont eu toutes les blessures. Il y a eu le retour d'Amaris Stoudemire qui est finalement reparti. Il a fallu intégrer Shumpert. On a décidé de mettre Kidd en dehors du 5. Il y a eu toutes les blessures à l'intérieur de Rachid Wallace, de Kenyon Martin, de Kurt Thomas. Ils ont vraiment une saison qui leur a obligé d'évoluer, d'avoir des hauts et des bas. Et je pense que ça leur a forgé le mental pour Ouais. résister, on va dire, à le côté un peu vicieux des Celtics. Ouais. Et c'est là que le rôle de Woodson est important aussi de pouvoir s'adapter. Parce que c'était pas forcément sa grande force sur les années d'avant. On se souvient que c'était il y a 2 ans un sweep de la part des Celtics face aux Knicks dès le premier tour. Alors pas avec les mêmes pas avec le même effectif puisqu'il y avait que Carmelo Anthony et Amar'e Stoudemire à l'époque. Là, ça sera beaucoup plus serré. Ouais, c'est sûr que ça a forgé le mental des Knicks là, toutes ces tuiles durant la saison. Mais faut pas oublier que Boston, de leur côté, ils en ont eu pas mal, des blessures de Garnett. Il y a eu aussi un petit peu Pierce. Green n'avait pas trop ce qu'il allait donner. Il a réussi à être intégré petit à petit. Le retour d'Avery Bradley, qui était pas là en début de saison, qui a été bon ensuite. Il y a eu l'arrivée aussi de Jordan Crawford. Ça fait aussi pas mal de changements à chaque fois. Voilà, donc ça reste une série qui pour moi est très indécise. Euh, les Celtics vont jouer vraiment à l'expérience. Je pense que quand on a des mecs comme Pierce et Garnett dans le vestiaire, tout de suite ça doit vous gonfler à bloc. Et par contre, je m'interroge en fait sur le rôle de Jeff Green. Parce qu'en fait, il a vraiment explosé durant l'absence de Garnett, notamment son fameux match face au Heat de Miami. Savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir donner dans une série de playoffs comme ça à enjeu face aux Knicks. Est-ce qu'il va pouvoir défendre face à Carmelo Anthony? Est-ce qu'il va pouvoir peser en attaque? C'est vraiment la question que je me pose et le duel qui pour moi va être à suivre. Ensuite, celui qui risque de faire très très mal et finalement de faire basculer la série en faveur des Knicks, pour moi c'est clairement J.R. Smith. C'est lui le baromètre d'équipe, c'est quand il rentre et qu'il est dans un bon jour, clairement il fait basculer le rapport de force en faveur des Knicks très souvent. On l'a vu, il y a eu certains matchs où ils ont combiné Carmelo Anthony à 30 points, lui à 30 points également. Alors après, c'est vrai que face aux Celtics, ça sera beaucoup plus compliqué, dans le sens où ils vont leur mettre quand même une grosse pression. Et puis le dernier point, moi c'était un petit peu le secteur intérieur là, des Knicks. Alors même s'ils jouent un peu small ball avec Carmelo Anthony en poste 4, Chandler va revenir tout juste pour les playoffs. Enfin, il est revenu là tout juste pour les playoffs. Donc Rachid Wallace, on n'en parle plus, c'est retraite. Camby, on l'a pas vu de la saison. Kurt Thomas, s'il nous rentre 2-3 shoots, ça sera bien le bout du monde. Kellen Martin s'est blessé juste avant, Il blessure à la devrait cheville. revenir, je Ça va crois. être, il devrait revenir, ça va être compliqué quand même. Je pense que Garnett a un vrai coup à jouer, voire même Brandon Bass sur certaines séquences. Voir s'ils font jouer Green en poste 4. Ils ont un vrai coup à jouer là-dessus. Malgré tout, je pense que la complémentarité des Knicks est forte et ils ont un banc qui est trop fort. C'est là où je voulais en venir. Par rapport aux Celtics, ils ont un banc trop fort pour pouvoir laisser cette série échapper. Voilà, ils ont trop de shooters qui peuvent prendre feu assez rapidement. S'il n'y en a pas un qui est bien, il y en a forcément un autre qui va compenser, que ce soit Novak, que ce soit Felton, bon Carmelo Anthony, J.R. Smith, ils ont, voire même Kidd, s'il est dans un bon jour, on l'a vu avec les Mavs il y a 2 ans. Il y a forcément un moment, mais ils seront aussi un petit peu comme le Heat, comme tu l'as dit tout à l'heure, très dépendants de leur réussite à 3 points, les Knicks.
Ouais, je pense moi que l'élément clé pour les Knicks, ça va être Ramon Felton. C'est le porteur de barre principal et c'est lui qui, coup de pénétration, distribue les cartes à droite à gauche et c'est souvent lui qui amène la première petite passe qui va faire la réaction en chaîne derrière. Les Knicks, si on Hmm. accepte, ça reste souvent le gros volume de balles de Carmelo Anthony et J.R. Smith. C'est une équipe qui se passe plutôt bien la balle et qui arrive très bien à décaler. Et souvent, c'est Felton qui amène ce premier mouvement. Ouais, Et je pense que son rôle sera important parce que si la série se résume trop à Smith et à Anthony, euh, je vois mal les Knicks. Je pense que s'ils font ça, ils vont se faire prendre dans le piège de Boston. Faut qu'ils jouent leur jeu en équipe. Ils ont avec Prigioni, avec Felton, avec Kidd, des personnes qui savent distribuer la balle, faire les extra passes pour rendre le jeu plus rapide et ouais. pour déstabiliser la défense. Je pense vraiment que si Felton arrive à prendre le dessus, je ne sais pas qui défendra dessus. Ça risque d'être Avery Bradley Ah, ça ou risque d'être Bradley, ouais, Courtney. sûrement. Et je pense que si Boston arrive à essayer de neutraliser ça, ils vont couper une bonne partie du collectif de New York qui s'en remettrait peut-être un peu trop aux individualités. Et après, comme tu l'as Ouais. dit, l'inconnu derrière, il y a un énorme inconnu qui est la santé des joueurs. Aussi bien les Knicks, comme tu l'as dit, mais aussi les Celtics, puisque mine de rien, il n'y a pas longtemps, Garnett n'était encore pas là. On ne Ouais. sait pas encore son état de santé. Et sans Garnett, on a beaucoup de mal à croire. Il serait vraiment important pour essayer d'amener Chandler assez loin de la raquette. Ça c'est évident. L'état de santé dans cette série va vraiment jouer beaucoup. Alors moi, ce qui m'étonne par contre, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les Knicks de bien faire circuler la balle, de trouver le shooter démarqué. Et j'ai vu une stat passer, je crois que c'est sur ESPN, comme quoi en fait c'était la plus mauvaise équipe en termes de nombre de passes décisives par match. C'est Donc aussi eux qui comme perdent le moins de balles. voilà, donc c'est ça aussi l'un dans l'autre, ça se retrouve ces deux statistiques bah, qui s'expliquent hein, l'une dans l'autre. Mais bon, j'ai été étonné, je pensais que le jeu collectif était finalement un peu mieux. Et puis j'ai regardé un petit peu les stats au rebond. Dans les deux équipes sont deux équipes qui finalement sont avec une grosse réussite au shoot, ce qui explique peut-être cela, mais qui sont pas terribles au rebond. Aussi bien les Celtics que les Knicks. Donc non bon, ça risque aussi l'équipe qui va dominer au rebond, comme souvent peut dominer la série. Voilà, je crois qu'on a été complet. On va peut-être passer sur le pronostic. On l'avait peut-être déjà mis sur le forum free. 4-2 Knicks pour moi, mais je serais absolument pas surpris si ça serait 4-2 Celtics. D'accord. Bon, bah moi j'ai mis 4-3 pour les Knicks sur une série en 7 matchs. Je vois bien cette série durer longtemps, longtemps, longtemps. Et vraiment jusqu'au bout. De toute manière, celui qui va passer va y laisser les plumes. Ça, c'est évident pour le prochain tour. Voilà. On va maintenant passer sur la troisième série à l'Est entre le numéro 3 et le numéro 6. Le numéro 3, les Pacers d'Indiana, qui ont eu du mal hein, à terminer cette saison régulière. Comme on dit dans le foot, ils ont un petit peu avalé la trompette, au niveau physique hein, notamment. Et puis les Hawks d'Atlanta, qui eux, pareil, ont eu un petit peu de mal à terminer cette saison régulière. Donc deux équipes sur une dynamique pas top pour aborder les playoffs. Voilà, donc Free là-dessus. Ouais, pour le coup, c'est pas la série la plus sexy à regarder, je pense. C'est vraiment un duel classique de l'Est de ces dernières années. On a deux équipes qui sont excellentes défensives, mais qui pêchent offensivement. Et ça donne un résultat souvent qui est assez âpre. Malgré Pour pas tout, dire autre je chose. pense que un peu à la manière de New York, ça va être vraiment pour les Pacers de prouver qu'ils sont crédibles dans leur statut d'une équipe qui peut vraiment jouer son basket et qui ne fait pas que défendre et que déstabiliser son adversaire. Je me rappelle de la série de l'an dernier face au Magic. Ils avaient gagné 4-1, mais ça avait été quand même très juste souvent. Ouais, ça avait On été sentait que laborieux. Ouais. c'était une équipe qui aimait pas vraiment avoir le statut de favori, qui aimait pas mener au score et qui avait du mal à tuer la bête. Et là, mine de rien, même si bon, George a remplacé Granger, on a une équipe qui est un peu dans le même format, mais en mieux. Et on va vraiment voir si, pour moi, la clé, ça sera la réussite de Paul George. S'il s'impose vraiment comme une première option offensive de calibre, comme on a pu le voir sur les trois quarts de la saison, il finit un peu mal.
Je pense que ça sera trop dur pour les Hawks euh, de faire face aux Pacers. Oui, ouais, bah, c'est vrai qu'une série typique de la conférence Est, comme tu l'as dit. Et moi aussi, je vois plutôt les Pacers. Bon, après, c'est vrai qu'à mon avis, ça va être très très laborieux comme série. Surtout qu'ils ont mal terminé. Alors après, c'est vrai que Paul George, bah, j'ai envie de dire, c'est ses premiers playoffs vraiment en tant que franchise player des Pacers. Donc ça va être un nouveau statut pour lui à aborder, puisqu'il remplace Danny Granger qui était revenu pour 5 matchs puis qui était reparti derrière. Vraiment, par contre, la série va être intéressante au niveau des intérieurs, des duels intérieurs. Que Mhm. ce soit d'un côté, on a Al Horford, très très bon au cours de la saison, il passe toujours un peu inaperçu, Horford avec Josh Smith. Face à David West, toujours très bon également. Et Roy Hibbert, moins bon pour le coup, parce que Hibbert, toujours très décevant, enfin, c'est mon avis, perso. Ce duel entre ces quatre intérieurs peut vraiment déterminer du sort de cette série. Derrière, à Atlanta, il y a quand même quelques shooters qui peuvent être pas mal, comme Korver. Ça peut être intéressant et sinon on va avoir un peu un duel de meneurs entre Jeff Teague d'un côté qui est un vrai dragster pour mener le jeu. Il y aura aussi Devin Harris en sortie de banc et George Hill de l'autre côté pour les Pacers. Ça risque d'être intéressant, parce que Teague va mettre beaucoup de rythme à mon avis. Hill, c'est plus sur jeu placé. C'est vrai qu'à mon avis, ça sera une série où on va pas dépasser les 90 points par match. Ça serait, ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant. Maintenant, de là à donner un pronostic, les Pacers, je les vois passer, mais pas si sereinement que ça. Je donnerais 4-2 pour Indiana. Mais vraiment, c'est peut-être la série où il pourrait y avoir un upset. Mais tout dépend un petit peu des Hawks. Pour moi, c'est la vraie inconnue. Moi, je Qu'est-ce que t'en pense au penses? contraire que Indiana, je les vois bien faire que la série soit plutôt rapide, 4-1. Parce que je Ouais. pense, je vois bien David West et Roy Hibbert gêner la connexion entre J.R. Smith et Al Horford, qui est peut-être l'une des meilleures connexions d'intérieur de la NBA. Josh. Josh Josh Smith. Smith, pardon. Josh Ouais. Smith et Al Horford. Ils ont. À chaque fois que je les vois jouer, je pense qu'ils doivent faire dans le match au moins 5-6 pick and roll entre eux. C'est vraiment leur action type. Et avec la taille de Roy Hibbert et un David West qui est toujours très intelligent, je les vois vraiment gêner ce qui fait le point fort des Hawks. Et si derrière Jeff Teague, qui est vraiment l'alternative, n'est pas capable de prendre le dessus, c'est quelqu'un qui était assez un peu inconstant cette année. Mm. Je crois que les Hawks ont un super bilan quand il fait 20 points et 10 passes décisives. C'est ça. C'est Euh, ça. C'est la clé. mais je pense vraiment que la défense des Pacers sur le secteur intérieur des Hawks sera déterminante pour le résultat et je les vois vraiment gênés. Et du coup, je pronostique 4-1 pour les Pacers. D'accord. Donc on voit aussi, moi aussi, les Pacers, mais série peut-être un peu plus accrochée, 4-2. Voilà, donc je pense qu'on a été complet, on a été complet là-dessus. C'est vrai qu'il y a pas, c'est pas bien folichon, il n'y a pas trop de quoi s'enflammer sur cette série. Mm. Alors peut-être sur la dernière série entre le numéro 4 les Brooklyn Nets et le numéro 5 les Bulls de Chicago. Les Bulls, bah, bien sûr sans Derrick Rose. Donc bon, en même temps ils ont fait toute la saison sans lui, donc ils seront perturbés comme ça du fait qu'il y ait pas Derrick Rose. Et puis avec un Noah, donc on a appris qu'il serait diminué. Joachim Noah, toujours ce problème au pied, donc à mon avis aucune chance de le voir avec l'équipe de France cet été, malheureusement. Voilà, en face, les Brooklyn Nets avec Deron Williams, qui revient très très bien là depuis le All-Star Break. On a l'impression qu'on lui a changé les chevilles. Il avait vraiment beaucoup beaucoup de mal et puis là, d'un coup, après le All-Star Break, il a eu des injections aux chevilles. On a l'impression que ça a tout changé. On a revu le Deron Williams j'allais dire, dans les 5 meilleurs meneurs de la ligue. Brook Lopez qui a fait vraiment une très bonne saison à l'intérieur, et puis on a Joey Johnson qui le gros transfert, la grosse signature, un petit peu inconstant comme d'habitude,
mais qui peut être vraiment très très clutch dans les moments importants. On l'a vu plusieurs fois cette saison faire gagner des matchs aux Nets au buzzer. Voilà. Donc un rapport de force entre ces deux équipes. Free, comment tu sens ça? Ça risque d'être intéressant. Une équipe très offensive d'un côté, une équipe très défensive de l'autre côté. Il n'y a pas longtemps, j'aurais pronostiqué les Bulls sans hésitation. Euh, Parce que je pense qu'ils sont capables, surtout en playoff, d'élever encore leur niveau de jeu et de jouer un jeu de playoff parfait avec une défense très dure, vraiment très rigoureux. On prend les possessions une à une, on cible les points faibles de l'adversaire. Je pense vraiment qu'il y a quelques mois, j'aurais même pas hésité à pronostiquer cette série, mais avec Noah aujourd'hui est diminué. Et un Noah diminué, je pense que c'est important parce que du coup, il a tout son volume Ouais, défensif qui fait sa force. Il risque de moins l'avoir. Et en face, bah, Deron Williams s'est enfin réveillé. On a l'impression que c'est passé du jour au lendemain. ouais, c'est Le Deron Williams de la saison dernière, très moyen, à celui d'Utah qui à nouveau enchaîne voilà, les 25 points, 10 passes décisives sans problème. Et ça change complètement la donne parce qu'un ça Deron change tout. Williams à son Ouais. vrai niveau, ça va être quelqu'un qui va pouvoir mettre du mouvement, donner la balle dans de bonnes positions à Joe Johnson et à Brook Lopez. Tout d'un coup, cette équipe, je crois que depuis le All-Star Game, ils ont des chiffres offensifs qui sont assez impressionnants. Ouais, Pas loin de exactement. concourir avec les meilleures équipes de la ligue. Et donc on a l'impression que les Nets sont devenus encore meilleurs avec l'évolution de Williams. Et pendant que les Bulls, avec tous leurs pépins physiques, sont devenus un peu moins bons. Et je pense que ça fait la différence. Et aujourd'hui, je vois Brooklyn gagner cette série. Ouais, bah moi c'est un petit peu la même analyse. Je trouve que Thibodeau a, mais enfin est-ce qu'il avait le choix, a vraiment tiré sur la corde sur ses joueurs majeurs. Deng, il me semble qu'il est pas loin de passer 40 minutes par match. Voilà donc et puis un petit peu comme toi il y a quelques temps j'aurais mis Chicago sans hésiter du fait du coaching de Thibodeau, les possessions et puis la rigueur défensive vraiment poussée à son comble. Là, d'ailleurs, c'est pas étonnant si c'est eux qui ont réussi à faire chuter le hit en jouant vraiment très dur. Ils ont des joueurs d'expérience, donc Deng, mais Noah est diminué. Il y a la bonne surprise, c'est Nate Robinson. Depuis le All-Star Break, j'ai vraiment été surpris par ses performances. Comme s'il avait un petit peu enfilé, alors toute proportion gardée, le costume de Derrick Rose en moins bon, mais il est décisif, c'est lui qui met les tirs importants. D'ailleurs, dans le dernier match entre les deux équipes, c'est lui qui fait gagner les Bulls à Brooklyn sur un petit flotteur en fin de match. On a toujours Kirk Heinrich très très costaud. On a le retour de Rip Hamilton. Il y a Taj Gibson qui va vraiment faire du bien en sortant du banc. C'est peut-être lui qui va avoir la clé de cette série. C'est un très bon Taj Gibson et un très bon Carlos Boozer également vont peut-être faire passer les Bulls. Donc c'est hyper indécis. Et puis de l'autre côté, comme tu l'as dit, on a un Deron Williams, moi je trouve qui vraiment dans le top 5 des meneurs de la ligue depuis le All-Star Break, sans problème. Brook Lopez qui fait vraiment le taf à l'intérieur, Joey Johnson, bah, constant, je l'ai dit tout à l'heure. Après, ce qui est un petit peu plus inquiétant, honnête, c'est leur banc. Leur banc qui me semble pas tenir la route par rapport à celui des Bulls. On a CJ Watson moyen, c'est tout moyen. Marshawn Brooks, on sait pas trop où ça va. Voilà, Chris Humphries, pareil, ça peut faire du 10 points 10 rebonds, mais ça peut être benché tout au long du match. André Blatch qui a des problèmes de poids apparemment. Ouais, mais il était bien en début de saison, puis finalement c'est un mec qui a du talent plein les mains, mais qui a pas une hygiène de vie irréprochable. Maintenant, c'est une série qui est hyper difficile à pronostiquer. Et si j'avais à pronostiquer, je mettrais peut-être. Là, c'est vraiment compliqué. Je mettrais peut-être Brooklyn en 7 matchs. Et vraiment uniquement sur le talent de Deron Williams sur la série, avec les Bulls qui arriveraient cramés sur un septième match physiquement. Voilà. Mais vraiment,
Ça peut très bien être l'inverse. Dans ce cas-là, les Bulls en 6 matchs, mais peut-être Brooklyn en 7. Voilà. Bon, je me mouille pas trop, mais c'est vrai que c'est très difficile à pronostiquer cette série. Reggie Evans va être aussi Voilà. très important parce que c'est Oh oui, aujourd'hui celui qui Reggie tient Evans. défensivement l'équipe, que ce soit la protection du rebond ou sur toutes les aides, c'est lui. Alors, on sait que c'est un poids énorme offensivement, En donc attaque. ça sert à rien. Mais défensivement, il est l'élément clé et il va devoir abattre un boulot monstrueux parce que j'ai peur que s'il n'est pas au niveau ou s'il sort trop vite, hein, on l'a vu des fois sortir assez vite, Reggie Evans, pas être très efficace sur son temps de jeu. Ouais, Ça non, va être c'est compliqué pour Brooklyn de tenir parce que de ce surtout côté-là du sur terrain, ils misent beaucoup sur lui. ouais, surtout que Boozer a été bon hein, depuis le All-Star Game. Boozer, moi j'ai trouvé il a un peu repris du poil de la bête. Il a pris ses responsabilités en attaque. Vraiment pas mal quoi. Voilà donc ouais, très 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 compliqué. On verra bien ce que l'avenir nous réserve sur cette série. On bascule maintenant tout de suite sur la conférence Ouest avec le premier duel, un duel hyper alléchant puisque c'est un petit peu le retour du barbu, j'ai envie de dire, de l'enfant prodigue du côté d'Oklahoma City donc une série entre le numéro 1 Oklahoma City et les Houston Rockets de James Harden qui étaient dans le camp adverse il y a pas plus tôt que lors de l'intersaison passée. Donc Oklahoma City face à Houston, il me semble qu'en ça a fait 3 victoires à 1 pour le Thunder sur la saison régulière. Voilà un peu, je vais laisser Free décortiquer un petit peu la série, je donnerai mon avis juste après. Là encore, ça va être un excellent test, je trouve, pour le Thunder. Euh, on va enfin voir si Russell Westbrook est capable de tenir son rôle de meneur sur une série de playoffs et surtout face à une équipe qui va jouer très rapidement. Et on connaît un peu le côté de Westbrook de se faire emmener par le rythme de l'adversaire. Si l'équipe joue rapidement en face, il va tendance à prendre son tir à 3 points alors qu'il reste encore 20 secondes à l'horloge. Euh, et je pense que c'est clairement ce qui a évité pour le Thunder, c'est de ne pas rentrer dans le rythme de foulée de Houston. On peut penser que avec leurs joueurs et leur capacité athlétique, ils sont capables. Mais je pense que l'inégalité en termes de talent et de niveau qu'entre ces deux équipes serait masquée si on va jouer sur le jeu des Rockets très rapide. On l'a vu, hein, même d'excellentes équipes Mm. se sont fait prendre à ce jeu-là et que ça avait été une très mauvaise aventure pour eux. Et du coup, Russell Westbrook est vraiment la clé. Il va être capable de ne pas se faire emmener sur ce rythme et de bien savoir gérer entre aller au panier, prendre son tir à mi-distance ou faire jouer. Je pense qu'il a été plutôt sous-estimé cette année. Beaucoup de monde l'attaquait parce que voilà, il shootait beaucoup trop, parce qu'il y a Kevin Durant à côté. Je trouve qu'il a fait vraiment une excellente saison, toujours extrêmement intense. Ouais, Beaucoup de très monde bon. a Ouais. dit Ouais. qu'il avait progressé et c'est maintenant le temps de faire ses preuves. Ouais, non mais clairement, hein, s'ils vont sur le rythme des Rockets, Houston arrivera peut-être à prendre un match. Maintenant, moi, je vois vraiment un sweep dans le sens où il faudrait que les Rockets euh, aient vraiment une énorme performance de Jeremy Lin, de James Harden, un petit peu comme ce qui s'est passé en saison régulière. Harden a battu son record en carrière au niveau des points face à son ancien club. Et il faut vraiment que ces deux joueurs-là soient très bons sur le match, même avec Chandler Person, avec Omer Asik derrière, un peu en gardien de but défensivement, puisque l'équipe a été construite sur ce trio-là, plus Chandler Person est vraiment la bonne surprise des Rockets sur cette saison. Moi, ce qui me fait un petit peu peur pour Houston, c'est l'état d'esprit dans lequel ils abordent les playoffs, dans le sens où ils ont déclaré, enfin certains ont déclaré qu'ils étaient déjà contents d'être là. Et j'ai l'impression que pour eux, ça sera un petit tour et puis s'en va quoi. Il y avait moyen d'accrocher la 7ème place, d'éviter Oklahoma City. Alors peut-être que ça leur convient mieux que par rapport aux Spurs, sûrement. Maintenant, ils sont un petit peu laissés déborder. Ils sont déjà contents d'être là. J'ai l'impression que ça va pas durer très longtemps là-dessus. Surtout qu'Oklahoma City ils sont capables de défendre vraiment fort pour limiter une équipe. Après, ça dépend vraiment. J'ai envie de dire sur cette série, l'ennemi d'Oklahoma City, ce sera Oklahoma City eux-mêmes quoi. Tout dépend donc de ce que va faire Westbrook, qui va peut-être
se fait rembarquer, tout comme Reggie Jackson, qu'on a préféré à Eric Maynor, assez bizarrement, qu'on a envoyé du côté de Portland derrière, qui a un meneur qui est moins gestionnaire que Maynor, qui est jeune. Derrière, on a laissé un petit peu le playmaking à Kevin Durant, justement pour remplacer un petit peu James Harden. Ibaka, moi j'ai trouvé qu'il n'est pas assez utilisé en attaque, notamment au poste. Perkins, c'est pas la peine d'en parler. C'est Folosha, toujours égal à lui-même, assez bon au niveau défensif pour tenir le meilleur extérieur adverse, donc il va scoltiner Harden toute la série. Maintenant, il faudra voir le rôle de Kevin Martin. Moi, je trouve qu'il s'est assez bien intégré dans cette équipe du Thunder, même si ça vaudra jamais James Harden, c'est pas du tout le même calibre de joueur. Pour ce long, il a fait quand même une saison plus qu'honorable en rentrant ses tirs ouverts. On lui en demande pas plus, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que défensivement, c'est quand même beaucoup bon. Je vois vraiment Oklahoma City passer sans encombre, eu égard à tout le respect que j'ai pour les Rockets. Voilà, donc pour moi, ça sera un sweep. Et pour toi, Free? Je pense que ça sera plus serré. Je pense que ça sera plus serré parce Ouais. que je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Je vois bien dans un premier temps Oklahoma City se faire un peu prendre au jeu de Houston. Je pense aussi que Scott Brooks va encore maintenir son sac majeur avec Perkins et Ibaka. Et je pense qu'une fois de plus, face à une équipe small ball en face, il va le payer dans les débuts de match. Un peu ce qu'on avait vu avec Miami ou avec les Spurs, même problème. Mhm. Je vois James Harden sortir une grosse performance minimum et peut-être même deux. Ouais. Et le banc, je trouve que le banc de Houston est relativement bon. Delfino, Beverley, ils ont aussi à l'intérieur des joueurs un peu méconnus, Greg Smith, leur rookie. Smith, Craig Smith, ouais, ouais. Et Je puis les Thomas vois, Robinson, c'est la grande inconnue, quoi. je les vois moi faire une série honorable. Je pense que le Thunder aura un peu du mal à les tenir, mais par le talent de l'équipe, finira par prendre le dessus. 4-2. Ouais, ok. Voilà, ouais, bah voilà pour cette série. Maintenant, l'inconnu également pour moi, c'est Thomas Robinson. Parce que je crois qu'il a été sélectionné en numéro 5 Oui. de draft, échangé par les Kings en cours de saison, ça a un petit peu étonné tout le monde. Bon, faut dire que Sacramento, au niveau gestion managériale, c'est quand même pas ça. Et là, il a pas l'air de. J'ai peur Finalement, qu'il le joue pas du tout, moi. Ryan Ouais, Jones c'est et pas. Donatas Mutujgenas, je pense qu'ils Ouais, vont prendre le temps de jeu au poste 4. ils vont prendre ses minutes, ouais, et c'est décevant pour le moment, pour un pic de draft aussi haut. On a annoncé cette draft faible, c'est vrai qu'il confirme pas trop tout le bien qu'on avait vu de lui dans un rôle de leader, alors complètement différent avec Kansas l'année passée. Voilà. Maintenant, on part sur la deuxième série, donc entre le numéro 2, les San Antonio Spurs, et le numéro 7, les Lakers, bien sûr, sans Kobe Bryant, puisque tout le monde maintenant sait qu'il s'est rompu le tendon d'Achille et que il va essayer de revenir pour le début de la saison prochaine. Donc, on a vu que les Lakers, finalement, effet théorie, Patrick Ewing ont bien joué sans Kobe sur leurs deux derniers matchs pour arracher les playoffs, avec un très très bon Pogazol notamment. Est-ce que ça va suffire, ne serait-ce que pour arracher un match aux Spurs? Je sais pas. Voilà, il va falloir voir. Free, je te laisse embrayer dessus. Il y a pas mal de monde qui annonce l'upset sur cette série. Et je peux comprendre ce pronostic. Je peux comprendre ce pronostic parce qu'on sait que du côté des Spurs, là aussi, il y a une incertitude sur la santé de certains joueurs. On dit que Ginobili jouera pas les premiers matchs. On dit que Parker est pas au mieux. De l'autre côté, on voit que finalement, la blessure de Kobe Bryant a redistribué les cartes et plutôt d'une bonne manière, avec notamment Pau Gasol. Euh, la question demeure, est-ce que Dwight Howard va pouvoir tenir son rythme défensif qu'il avait sur ses derniers matchs? J'ai trouvé que là, il avait vraiment fini la fin de saison. On commence à retrouver le Dwight Howard défensif de ces dernières années. Et ça, c'est ce Ouais. qui change la donne parce qu'on a tellement fait de remarques sur cette équipe offensivement parlant. Kobe Bryant gestionnaire, Nash doit plus jouer dans un rôle d'arrière, alors que le problème a toujours été le même, c'était la défense qui ne tenait pas.
Un problème que San Antonio a réglé cette année. Je crois qu'ils sont la troisième meilleure défense de la ligue. Très très bonne défense les Euh, Spurs, oui. Après, on connaît les Spurs. C'est des role-players qui sont excellents en saison régulière, mais quand arrive le moment des playoffs et que leurs leaders ont un peu plus de mal, le jeu se repose un peu plus sur eux. Ils sortent un peu de leur rôle et du coup, l'équipe devient un peu moins bonne. Kawhi Leonard et Thiago Splitter vont devoir montrer qu'ils sont enfin des postes 3, des postes 5 crédibles pour cette équipe. Si ils répondent présents, si Parker est convenable, je vois quand même les Spurs passer relativement facilement parce que l'équipe des Lakers possède toujours des problèmes défensifs assez trop importants. Je pronostiquerai le 4-2 pour San Antonio. Ok. Ouais, des doutes sur l'état de forme de Parker. Ginobili, il est annoncé carrément absent pour les playoffs. Je sais pas s'il reviendra. Premier tour, je Donc crois. pour le premier tour, on verra ça. Moi, je trouve que Duncan, par contre, a fait une saison. On en a peut-être pas assez parlé, mais une saison Excellente. régulière vraiment Peu de excellente, temps de jeu, superbe. mais excellente. On va enfin voir Oh d'ailleurs ce là que ça là, va donner sur 38 minutes, hein. hyper rentable. Et je pense que Popovic, comme d'habitude, l'a gardé au frais pour les playoffs. Et bien lui en a pris, à mon avis, il va être très bon. Parker, faudra voir. S'il revient bien dans le rythme, il devrait pouvoir s'amuser avec Steve Blake quand même en face. Steve Blake ou Steve Nash, là, les deux Steve défensivement, c'est quand même deux passoires. Donc ça va être très compliqué là pour les Lakers de tenir Parker. Derrière, Kawhi Leonard, j'ai envie de dire que son utilité, elle sera pas forcément sur cette série-là dans le sens où sur le poste 3 c'est Meta World Peace en face, c'est pas non plus un attaquant de folie. Il va faire le taf. Maintenant il faudra voir ce que ça va donner. Par contre, ça sera beaucoup plus intéressant à voir avec Splitter face à Dwight Howard, puisque Dwight Howard euh, défensivement, comme tu l'as dit, est redevenu un petit peu le Dwight Howard qu'on avait connu à Orlando. D'ailleurs, le déclic, je sais pas si ça n'a pas été ce match à Orlando quand il revient. Quand il revient en saison régulière là au Magic, il avait fait une perf monstrueuse. Bon, il faut dire qu'on avait fait plein de fautes sur lui au niveau du lancer franc, mais ça a été un petit peu un déclic, comme quoi il pouvait être le leader de cette équipe avec Bryant, qui pouvait être complémentaire et qui pouvait vraiment apporter son écho. Gasol en ce moment est excellent, vraiment excellent. Là, il a 2 triples doubles sur les 3 derniers matchs pour terminer la saison. Et Mike D'Antoni a enfin compris qu'on pouvait faire jouer les deux et cohabiter les deux en même temps. Il aura mis du temps à sortir de son système. Et d'ailleurs, apparemment, donc il est prolongé pour la saison prochaine pour driver encore les Lakers, justement parce qu'il s'est adapté sur le cas Gasol Howard. À voir un petit peu ce que ça va donner. Ensuite, vous avez Anton Jamison qui peut toujours sortir, qui peut dépanner. Voilà. Après, par contre, ça va pas aller chercher bien loin au niveau du banc. C'est pas Robert Sacre qui va faire lever les foules, hein. Voilà. Donc les Spurs, je les vois assez faciles quand même. Peut-être que les Lakers arracheront une victoire au Staples Center avec un très bon match Gasol Howard. Voilà. Et puis pourquoi pas Steve Blake à 3 points. Maintenant, je vois les Spurs, moi, je donne 4-1 pour San Antonio avec l'inconnu Tracy McGrady en sortant du banc. On sait que les Spurs bon, le timing est assez surprenant de lourder Stephen Jackson, de faire venir Tracy McGrady comme ça alors il a jamais joué avec l'équipe. Non, les Spurs, je me souviens, avaient fait venir Van Exel une année, un peu en fin de carrière, Damon Stoudemire, d'anciens grands noms comme ça qui s'étaient fondus dans le collectif pour pouvoir jouer avec les Spurs. Glenn Robinson aussi. Voilà des anciennes pointures mais qui avaient un tout petit rôle finalement avec San Antonio dans des campagnes de playoffs. Bon, c'est un petit peu le rôle qui réserve à McGrady sur les playoffs. Donc à voir, mais ouais, les Spurs 4-1, ça devrait pas non plus trop poser de soucis, et notamment défensivement ils sont très bons, donc je les vois pas trop se faire ennuyer par les Lakers. C'est déjà bien qu'ils Et soient arrivés à Popovic mon avis. contre Mike D'Antoni aussi. Voilà, c'est ça aussi. Là, on parle même pas du duel des coachs. Tant Popovic peut faire des merveilles au niveau d'adaptation tactique en playoff.
Voilà. Maintenant, on va passer sur une série. Alors là, pour le coup, je pense que ça va lâcher les chevaux des deux côtés. La série hyper excitante et hyper flashy, à mon avis, peut-être la série la plus flashy de toutes les séries du premier tour, entre les Denver Nuggets et les Golden State Warriors, avec Denver, donc cet effectif ultra riche et ultra complet face aux Warriors d'un Stephen Curry déchaîné cette saison. Et là, je pèse mes mots. Vraiment, il marche sur l'eau en ce moment. C'est vraiment très fort ce qu'il fait. Il vient de battre le record du nombre de tirs à 3 points de Ray Allen sur une saison. Donc une série qui a l'air assez ouverte comme ça. Maintenant, faut voir. Voilà. Free, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Ouais, c'est vrai que ça va être la concurrence de savoir qui de la série entre les Rockets et le Thunder et de cette série-là va mettre le plus de points. Ça risque d'aller très 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 vite. Ça risque aussi d'être un peu confus tellement que ça va aller vite. Ça va vraiment être le duel entre Ty Lawson et Stephen Curry. Euh, c'est deux joueurs d'ailleurs qui ont re-signé avec leur équipe en début de saison et qui Ouais. ont prouvé qu'ils valaient entièrement leur contrat, voire plus même. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à pronostiquer sur cette série. Denver parce que Gallinari n'est plus là et parce qu'on ne sait pas en quel état est Kenneth Farid. Et même si on sait qu'ils vont sans doute, si Kenneth Farid serait pas là, jouer le small ball avec Wilson Chandler, j'ai du mal à les voir tenir David Lee de l'autre côté sans Farid, qui est un défenseur pas si exceptionnel que ça, mais physiquement au moins il ferait une opposition Ouais. crédible face à Lee. J'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à voir. Ça va tellement aller vite. Il y a tellement de joueurs qui peuvent prendre feu à droite comme à gauche euh, que l'upset paraît du coup entièrement possible. Surtout une équipe comme les Warriors qui est capable de coups de feu extraordinaires. On sent qu'ils sont Ah, c'est capables de dans l'idée. renverser une série, mais c'est aussi vrai de Denver qui peut aller vous enchaîner 10 dunks d'affilée, des fois sans aucun problème. Malgré tout, je vois quand même Denver au-dessus. Ils ont fait une saison fantastique. Wilson Chandler a l'air très bon, malgré l'absence de Danilo Gallinari. Pour l'instant, il a pris le rôle et il le tient vraiment bien. Euh, les role players derrière ont vraiment, surtout on pense à Evan Fournier, hein, qui depuis qu'il est dans l'équipe est vraiment très bonne et je pense Ouais. qu'il aura ses minutes dans les Il playoffs. aura ses minutes, je pense. Mort Champagne. André Godella qui est aussi très bon dans ce rôle de second meneur, un peu le rôle que jouait Gallinari au fond, de second porteur de balle, de second meneur avec Ty Lawson. Je vois Denver gagner la série. Je dirais, en plus c'est une équipe qui est extrêmement solide à domicile. Je les vois gagner 4-2. Euh, mais je suis vraiment pas sûr de moi parce que cette équipe des Warriors avec son caractère me fait vraiment douter. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dans l'identité de la franchise, hein. On se souvient en 2007, la série face aux Mavs, qui était pourtant premier de la saison régulière, et il les avait sortis 4-2, il me semble, en 6 matchs, qui avait été un énorme upset pour le coup. Il y a des équipes qui matchent pas forcément bien les unes envers les autres, et moi je vais donner Denver avec 4 victoires à 2 également. Pourquoi? Parce que en fait, je trouve qu'il match plutôt bien face aux Warriors. Lawson va pouvoir, au niveau de la vitesse, défendre un peu sur Curry. Ça n'empêchera pas Curry de prendre feu et, à mon avis, de nous gratifier un peu comme James Harden avec les Rockets, d'un ou deux gros cartons sur cette série. Le problème, ça va, ouais, comme tu le dis, ça va être avec David Lee. Alors, Farid n'est pas un défenseur exceptionnel en poste 4. Trop Maintenant, inexpérimenté. ils vont peut-être pouvoir lui coller notre ami Kostas Koufos dessus, qui est là pour donner quelques fautes. Et un peu à la grecque, hein, j'ai envie de dire, histoire de sortir la boîte à gifles sur David Lee, le cas échéant. Ils ont quand même de la viande à l'intérieur, hein. Bon, McGee, qui peut toujours envoyer 2-3 contres par-ci par-là et en faire bon usage derrière sur les contre-attaques. Donc bon, ça peut se jouer. Voilà. Après, c'est sûr que les Warriors, ils ont ce caractère complètement imprévisible.
dans le sens où ils ont une ossature qui est vraiment pas mal, notamment pour les années futures, avec Klay Thompson qui est aussi un shooter extraordinaire. Faudra voir sa réussite sur la série. On a également Jared Jack qui était excellent en sortant du banc. En tant que sixième homme et souvent dans les fins de match, Mark Jackson associe Curry à Jared Jack et il fait jouer Curry en poste 2 uniquement en shooter et Jared Jack à la main et ça a souvent payé dans les fins de match. On a Harrison Barnes qui peut défendre en poste 3. Alors bon, il va défendre sur André Miller. S'il avait défendu sur Gallinari, ça aurait été autre chose. Voilà, David Lee peut être la clé pour les Warriors pour qu'ils puissent arracher deux matchs, voire plus. Il faudra vraiment qu'il domine Kenneth Farid. Voilà. Mais à mon avis, ça ira trop vite du côté de Denver, trop fort à domicile. Euh, Même sans Gallinari, je pense que l'absence de Gallinari se verra sur les tours d'après et pas sur le premier tour. Et puis j'aimerais parler de toujours notre petit papy là qui chaque année fait vraiment une bonne saison. C'est notre Dédé Miller là, qui sans faire de bruit. Lawson a été blessé, il a pris la relève tranquillement. Sans faire, voilà, vraiment toujours vraiment ce qu'on attend de lui, un peu de défense, organisation du jeu en attaque, voilà, et puis bon, il y aura aussi Iguodala, notamment au niveau défensif. Il va avoir une carte à jouer, notamment je pense sur Klay Thompson. Si Thompson prend un petit peu feu, il risque de le coller dessus, histoire de le freiner un peu. Donc une série ouverte, ça va galoper dans tous les sens. Malgré tout, Denver, avec l'avantage du terrain, me semble un ton au-dessus. Je pense qu'ils ont Voilà. aussi l'avantage du banc. André Miller, Corey Brewer. Ouais. Corey Ah, Brewer qui Brewer, est on n'en a aussi pas en parlé non mode plus, hein. mobilette, qui est assez fun à voir. Avec McGee. Je pense, de l'autre côté, on a vraiment Landry et Jack. Je pense que Landry Jack, ouais, voilà. le banc des Nuggets, on peut rajouter même maintenant Evan Fournier, est plus intéressant, offre plus de versatilité à l'effectif, je trouve. Et de l'autre côté C'est aussi, la ça. question, c'est est-ce qu'on va voir Andrew Bogut ou pas? Ouais, alors qu'il était revenu en fin de saison, et puis on l'a remis un peu au frais, voilà, ou au formol, ou dans le formol, ça je sais pas trop, mais bon voilà, faudra voir. Ouais, c'est vrai que Bogut, c'est clairement l'inconnu de la série. Est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va jouer on verra bien. Bon, c'est vrai que, mais bon, s'il joue, il jouera pas énormément de temps de jeu, mais sur certaines séquences, il va peut-être pouvoir dépanner, là-dessus. À voir quoi, à voir. Voilà, maintenant on va parler de la dernière série, mais qui n'est sûrement pas la moins intéressante. Un duel qui avait déjà eu lieu l'année passée, qui nous avait amené en 7 matchs, avec les 6 premiers matchs qui avaient été vraiment excellents, le septième un peu plus décevant, et une victoire des Clippers. Donc entre le numéro 4, les Clippers, et le numéro 5, les Grizzlies de Memphis. À noter que les deux équipes arrivent avec le même bilan, 55 victoires. Mais les Clippers ont le tiebreaker puisqu'ils ont battu les Grizzlies, il me semble, 3 victoires à 1 sur la saison régulière. Donc ils ont le tiebreaker malgré le bilan qui est similaire entre les deux équipes, alors que l'année passée c'était les Grizzlies qui avaient eu l'avantage du terrain face aux Clippers, et des Clippers donc qui étaient sortis vainqueurs de ce duel, mais qui avaient laissé pas mal de plumes puisqu'ils s'étaient fait sweeper par les Spurs 4-0 au tour d'après. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cette série. Free, si tu veux. Ça avait été, je pense, l'an dernier, ça avait été la plus belle série du premier tour. Ah oui, Beaucoup clairement. de rebondissements, très intense, excellent niveau de jeu. Je pense qu'on risque d'avoir à peu près la même chose cette année. Les Clippers sont, je pense, meilleurs. Peut-être moins foufou que l'équipe qui nous avait donné l'an dernier, avec Mo Williams, Randy Foy, etc. Euh, je pense que cette année, Memphis peut prendre l'avantage, notamment si on retrouve le Zach Randolph des premiers mois, pas celui des derniers mois. Je sais pas si volontairement, on a vu qu'au bout d'un moment, il avait mis l'intensité, on va dire, un degré en dessous. Je sais pas si c'est volontaire Mm. ou non, parce que je pense pas qu'il a sorti un mois de mars et un mois d'avril bien folichon. Malgré tout, je pense que s'il joue à son niveau habituel, qui est la machine à double-double,
Je vois Memphis passer parce qu'ils ont une excellente défense, alors que la défense des Clippers ces derniers temps était devenue très moyenne. Et offensivement, depuis le transfert de Rudy Gay, finalement le collectif a été encore meilleur, avec notamment Marc Gasol au poste pour distribuer Marc, à ouais. tout le monde. Euh, Ils ont vraiment une excellente alchimie. Ils évoluent avec très peu d'espace parce qu'ils ont peu de shooters à longue distance. Euh, Prince, Conley, ils peuvent, mais c'est pas vraiment leur marque de fabrique. Mais niveau exécution, ils sont vraiment très bons. Je pense aussi qu'ils devraient plutôt bien conserver la balle, et on sait que de l'autre côté, les pertes de balles, c'est ce qui fait la force des Clippers. Mais je sens vraiment bien Memphis si Zach Randolph est à son niveau. Ouais, je suis un peu plus circonspect dans la mesure où pour moi ils ont perdu de la force offensive par rapport à l'année passée. L'année passée, ils avaient encore Roger Mayo qui sortait du banc, qui avait fait du bien sur la série, mine de rien. Là, en début de saison, ils avaient encore Mary Speight, ils avaient Ellington qui avait été très bon, là, les deux sur le banc, en début d'année, qu'ils ont tradé d'ailleurs au départ pour des raisons financières. Finalement, ils auraient mieux fait de les garder puisqu'ils ont tradé Rudy Gay derrière. Là, pour moi, c'est vraiment l'erreur au niveau du management qu'ils ont fait cette année, c'est de lâcher Ellington et Speight qui vraiment apportaient du banc ces points qui vont cruellement leur manquer face aux Clippers. Parce que les Grizzlies, c'est un peu comme les Celtics, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si l'attaque ne répond plus, ça peut avoir de gros trous noirs pendant un moment. C'est-à-dire qu'ils sont capables pendant 6-7 minutes de scorer que 2 points, et c'est très compliqué pour eux là-dessus. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont bien accrocher les Clippers, mais je trouve Memphis un petit ton en dessous par rapport à l'année passée, et les Clippers un petit ton au-dessus par rapport à la saison passée. Chris Paul toujours égal à lui-même, bon quand il n'est pas blessé ça reste un formidable playmaker qui va faire jouer tout le monde, même si la défense n'est pas super, même si au rebond ils sont pas non plus hyper bons. Ils ont cette année, c'est un petit peu moins foufou, dans le sens où ils ont plus, comme tu l'as dit, Mo Williams et Randy Foy, mais ils ont Jamal Crawford qui lui peut faire un bien fou en rentrant, en sortant du banc plutôt. Lui, il va faire la différence quand les Clippers vont être dans le dur. C'est vraiment le joueur qu'il faut avoir en sortant du banc pour pouvoir faire la différence. Même si Memphis va essayer d'imposer sa défense, ça va être vraiment deux styles de jeu complètement différents. L'attaque des Clippers d'un côté, la défense des Grizzlies de l'autre. Et je pense que Griffin, Jordan, DeAndre Jordan, ça peut limiter correctement Zach Randolph, même Marc Gasol, de ce côté-là du terrain. Voilà. Maintenant, il va y avoir toujours, ils vont essayer de remettre Tony Allen sur Chris Paul un peu comme la saison passée, voir un peu ce que ça va donner. Il y a Mike Conley qui peut aussi défendre Paul, et Conley on le dit pas assez, mais qui a fait une saison remarquable. Hein. Si Memphis arrive à 55 victoires, c'est clairement qu'il a franchi un niveau de jeu, Meilleure notamment saison. après le départ. Ah, ouais, sa meilleure saison est de loin. Euh, voilà. Maintenant, les Clippers, je trouve qu'ils sont complets, même au niveau du banc, je trouve ça largement meilleur, quoi. Ils ont Matt Barnes, ils ont Lamar Odom qui dans un bon jour peut rendre des services. Ils ont Eric Bledsoe qui, s'il est dans un bon jour, peut aussi faire la différence. Il y a beaucoup d'éléments qui font que cette équipe peut passer Memphis. Alors non sans encombre, hein, ils vont aussi des fois défendre vraiment, j'allais dire comme des chèvres et prendre à l'intérieur avec Gasol et Randolph, mais je les trouve beaucoup plus armés, notamment au niveau du banc, puisque si on regarde le banc des Grizzlies, ils ont encore du poids à l'intérieur avec Ed Davis et Darrell Arthur, mais finalement ils n'ont pas montré grand-chose en saison régulière. Et derrière, au niveau des extérieurs, il n'y a pas full, excepté Jared Bayless qui a été plutôt pas mal cette année. Et lui va avoir un rôle important pour contrer les points de Jamal Crawford de l'autre côté face aux Clippers, quoi, voilà. Ça va être un À petit voir duel aussi Bayless-Crawford. avoir Quincy Pondexter, qui est un peu, Ouais. après le départ d'Ellington, qui est un peu devenu leur shooter à longue distance, Ouais, mais pour se mettre dans les corners notamment. Ça ouais, va être ça l'un fait. des éléments importants. Je pense que s'il fait une bonne série, ça peut vraiment déstabiliser les Clippers. Il y a peu de shooters à 3 points dans cette équipe, et s'il peut amener un peu de spacing, ça ferait pas de mal. Ouais.
Après, on risque de voir un peu comme l'an dernier. L'an dernier, la série avait un peu pris feu par les extérieurs, mais les intérieurs auront encore un rôle très important. Je pense que Blake Griffin a progressé cette année, notamment Mm. défensivement. Il est devenu défensivement très costaud. Déjà l'année dernière, il était très intense, mais il y avait beaucoup Il faisait des d'oublis. fautes, ouais. Il faisait des fautes. C'était pas rigoureux, alors qu'aujourd'hui, les défenses doivent vraiment être rigoureuses. Mais DeAndre Jordan me fait peur, terriblement inconstant, que ce soit dans Ouais, un en même attaque match surtout. ou sur plusieurs matchs. Même défensivement, autant je trouve que Griffin a progressé, DeAndre Jordan, il est un peu Il a resté sur stagné, ouais. son rôle de Ouais. grand qui bondit à la McGee. C'est très impressionnant, mais ça fait beaucoup de fautes, beaucoup de petites fautes derrière de placement, etc. Il manque encore, je pense, de l'expérience. Et l'année dernière, au niveau du banc, ils avaient Reggie Evans et Kenyon Martin qui avaient été très bons durant la série. Ouais. Et souvent Oh, d'ailleurs, Martin il avait y été avait un excellent, des ouais. deux Ouais. qui restait sur le terrain avec Griffin pour essayer de stopper Randolph et Gasol. Et cette année, ils n'ont pas vraiment de banc à ce niveau-là, à l'intérieur. Je trouve Turiaf qu'ils ils ont, Turiaf ils ont sur certaines Turiaf, séquences, ils ont Hollins, ils ont Odom. Rollins, ouais. Mais je pense que c'est un tout en C'est dessous de ce moins qu'ils bon, ouais. avaient l'an dernier. Ouais, c'est Et moins bon. je pense que ça va leur faire mal. Et aussi Jared Bayless, effectivement, j'y ai pas pensé, mais ça sera un élément très important. Il avait été très bon, notamment dans ses associations avec McConley. C'était quelque chose qu'il n'y avait pas avant. C'était soit sur le terrain, c'était Conley ou Bayless. Et cette année, avec un Tony Allen qui est très bon défensivement, mais offensivement, à part jouer les cutters, il ne sait rien faire. Et donc il associe un peu plus souvent les deux et ça marchait plutôt bien. Euh, c'est c'est pas facile et je pense que pour moi ça va jouer au niveau du secteur je pense que ça va jouer au niveau du secteur intérieur. Sûrement plus du rebond aussi, hein, parce que Memphis est excellent au niveau du rebond. Les Clippers beaucoup moins. Donc on verra quand les matchs vont se durcir, etc. Bon, on verra un peu ce que ça va donner. Maintenant, moi j'attends avec impatience la première prise de catch entre Griffin et Randolph. Ah, Ça c'est va vrai nous qu'ils peuvent pas se promettre un duel. sacrer. Ah, ça va être un duel encore épique. Moi, je me souviens là en début de saison régulière, premier match entre les Clippers et les Grizzlies, première ou deuxième action du match. Bing, les deux se rentrent dedans. Prise de catch, technique pour tous les deux, je crois. Enfin, il me semble quelque chose comme ça. Enfin, c'était là, là, il y a une vraie rivalité qui s'est créée entre ces deux équipes et ça va être hyper intéressant à suivre encore une fois cette saison. C'est vrai que dans l'ensemble, ces séries de l'Ouest, elles sont quand même plus alléchantes qu'un Pacers Hawks ou voire même qu'un Brooklyn Chicago. Bon, Ça voilà, c'est sent vrai plus que l'upset, je trouve. ouais, ça sent plus Il y a trois séries ça où je sent trouve plus que l'upset paraît très crédible. J'ai beaucoup c'est de mal à le croire crédible. pour les Lakers, mais je me dis qu'avec des Spurs qui vont pas très bien, Ouais, des non. Lakers qui continuent à flotter sur C'est leur nouvel équilibre, leur nouvelle alchimie. c'est trop solide les Spurs pour pouvoir partir au premier tour comme ça. Et puis les Spurs étaient partis au premier tour face aux Grizzlies il y a 2 ou 3 ans maintenant, ça commence à dater. Mais Memphis était une équipe, j'allais dire bien plus structurée que ce sont les Lakers maintenant. Reste à voir la Donc santé de Parker. reste à voir la Et santé de d'autres Parker, joueurs voilà. Ouais. aussi, il me semble qu'il y a d'autres joueurs qui étaient à l'infirmerie il y a pas longtemps. Ouais, à part Ginobili, lui, voilà. Après, faut voir un petit peu, voilà, ce que ça va donner. Voilà, bah, je pense qu'on a fait, on a vraiment bien fait le tour entre toutes ces séries, de pouvoir un petit peu, j'allais dire, y voir un peu plus clair, notamment tout ce qui concerne les match-ups, puisque les playoffs, on l'explique souvent, c'est souvent une question d'ajustement tactique entre chaque match. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la richesse des playoffs, c'est que les deux mêmes équipes qui se rencontrent d'un match à l'autre, finalement, on n'aura pas du tout le même match. Les matchs se suivent et se ressemblent pas forcément. Alors sauf quand vraiment il y a un niveau d'écart, mais maintenant c'est vrai que c'est toujours très sympa à suivre. On le rappelle, les playoffs qui démarrent demain, non, qui démarrent samedi soir il me semble. Hein, je suis en train de regarder le calendrier. Samedi soir, oui, par un New York Boston 21h. Deuxième match Denver Nuggets Golden Warriors 23h30, puis Brooklyn Chicago Clippers Memphis dans la même soirée pour démarrer.
ce programme des playoffs. On les a attendus longtemps, ils sont là. Donc on va les savourer avec délectation, j'ai envie de dire. Voilà. Free, si tu as quelque chose à rajouter. Non, effectivement, on a oublié de souligner le rôle des coachs qui va être extrêmement Ouais. important dans ces séries-là. On les néglige souvent en saison régulière parce que les équipes ont tendance à pas trop s'ajuster, à faire les choses de leur côté. Alors que là, on va vraiment jouer aux tactiques. Et je pense que plus les années avancent et plus leur rôle devient important. Euh, on l'a vu au niveau je crois que j'avais fait un article là-dessus avec Hmm. l'arrivée des schémas défensifs de Thibodeau. Ça vous Ouais. demande de bouger la défense de droite à gauche beaucoup plus souvent, de faire des leurres, des feintes. Et je pense que les coachs cette année, encore plus que l'année dernière, auront un rôle, auront vraiment, peut-être même un rôles majeurs dans les séries. Ouais, non, mais c'est évident, surtout comme tu l'as dit que Thibodeau a un peu obligé le reste de la ligue à s'adapter à sa défense pour pouvoir justement travailler un peu plus longtemps. Là-dessus, la NBS s'est un petit peu rapprochée, bon, toute proportion gardée, du jeu Euroleague, du jeu européen, dans le sens où il faut travailler plus longtemps sur les 24 secondes pour trouver le tir ouvert, pour trouver la bonne solution. Et c'est pas plus mal, on a de moins en moins finalement un jeu d'isolation, Exactement. comme on aurait pu avoir auparavant, ce qui fait toute la différence. Il y a plus de recherche de l'extra pass, etc. Ça c'est évident que ce n'est que bénéfique pour la NBA. Voilà, d'ailleurs, c'est cette règle des 3 secondes dans la raquette qui est vraiment très difficile à arbitrer, puisque les coachs disent maintenant de rester le plus longtemps possible, tant que défensivement, j'entends, hein, tant que l'arbitre siffle pas, c'est du 2,9 secondes à chaque fois. Les pieds dans la raquette, on est presque sur une défense de zone à l'européenne. En tout cas, pas loin pour certaines équipes. Je pense aux Bulls notamment. Je pense, voilà, ça dépend des équipes. Mais où les joueurs vraiment sur le côté faible, ce qu'on appelle le côté faible, le côté où il n'y a pas le ballon, sont tout de suite en aide défensive, un pied dans la raquette, au moins à la limite des 3 secondes. Donc on verra comment les arbitres vont siffler ça au niveau des playoffs. Au niveau des playoffs, d'ailleurs, une info qui vient de tomber sur le flopping. Ça va être beaucoup plus sanctionné, notamment par des amendes, avec des avertissements flopping sur les playoffs. Donc des amendes, il me semble, jusqu'au quatrième match. Et le cinquième match, d'ailleurs là-dessus, ils sont assez sympas pour le coup, la NBA. Sur le cinquième match, le flopping, un match de suspension derrière. Voilà, donc ça, À ils ont voir. muté un petit peu. À voir, ouais, à voir. Je trouve que c'est un petit peu trop permissif parce que pour arriver au cinquième avertissement, il faut vraiment faire quand même des floppings. Mais bon, avec des joueurs comme on a vu là cette saison, Reggie Evans, Chris Paul, qui sont des maîtres en la matière. Bon, on n'a pas de Ginobili, mais bon, il peut y en avoir quelques-uns qui se fassent attraper par la patrouille. Voilà, on va vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à retourner sur le site Basket Evolution. Vous avez plein d'articles intéressants, notamment sur qui sera le coach of the year. On a aussi le MIP, on a le sixième homme. Là, dans cette période qui va pas tarder à décerner tous les trophées, vous avez plein d'articles intéressants. Voilà, donc je vous encourage vivement à y aller. Surtout que au niveau forum, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en ce moment. Voilà, Free, si tu as quelque chose à rajouter, on va se quitter là-dessus. Non, rien à rajouter à part que c'est le moment tant attendu, les playoffs. Voilà. Voilà, game time. Salut à tous, bye bye. On se retrouve avec grand plaisir sur le forum pour commenter toute cette actualité et on vous donne rendez-vous pour une prochaine très bientôt. Voilà, salut! Bye.